Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct pour cette ultime approche de l'art contemporain de la saison 21-22. Et un salut très amical aussi à celles et ceux d'entre vous qui regarderont l'enregistrement dans un temps qui leur sera plus facile pour suivre ce que nous allons dire, donc nous allons essayer de dire de Charles Ray. Alors, l'exposition de Charles Ray a lieu à la Bourse de commerce, c'est vrai, ce qu'il est convenu d'appeler la Fondation Pinault ou la Pinault Collection. Vous reconnaissez ici le grand cercle de béton que Tadao Ando a installé à l'intérieur de la Bourse de commerce. Nous en avions parlé au début de cette série de 10 rencontres autour de l'art contemporain. Et l'exposition à la Fondation Pinault, à la Bourse de commerce, durera jusqu'au 6 juin 2022. J'ai installé ce rappel que la Fondation Pinault a envoyé aujourd'hui à ses adhérents, de manière à ce que vous sachiez qu'il ne vous reste plus qu'un mois pour éventuellement voir l'exposition. Là aussi, la Fondation Pinault signale que le lundi 23 mai, il y aura une rencontre avec Charles Ray. Cette rencontre est organisée par les deux endroits qui ont conjugué leurs efforts pour présenter Charles Ray en ce moment, l'un étant la Bourse de commerce, l'autre le Centre Pompidou. Et donc, Penelope Curtis, qui a beaucoup contribué à l'organisation de l'exposition, viendra parler de la solitude de la sculpture. Le commissaire de l'exposition lancera une session d'écoute musicale avec l'artiste et puis il y aura une table ronde à 20h. Donc, c'est le 23 mai, si vous avez envie de pousser plus loin votre découverte de Charles Ray. Et vous avez ici 3 générations de la famille Pinault devant Charles Ray qui doit un peu sa gloire au fait que François Pinault l'avait fait installer à la Dogana à Venise au moment de sa réouverture. Et donc, la statue de Charles Ray, l'œuvre de Charles Ray est associée à la Dogana. À gauche, François-Henri Pinault, le fils. Au centre, François Pinault, le fondateur. Et à droite, le petit-fils, François Junior. François Pinault dit « Ce que j'aime chez Charles Ray, c'est la manière dont il sculpte l'existence, les rapports que l'on entretient avec ce qui nous entoure depuis l'enfance, mais également nos pulsions positives ou négatives. Ces sculptures mettent les certitudes en tension. » C'est ce que je vais essayer de vous proposer comme approche donc, de l'œuvre de François Pinault. Je vous rappelle donc qu'elle est aussi, l'exposition est en 2 parties. Une partie, la deuxième partie est au Centre Pompidou et là, elle dure jusqu'au 20 juin 2022. Charles Ray est né en 1953 à Chicago. Il vit aujourd'hui à Los Angeles. C'est quelqu'un dont la vie propose des aspects, disons, traditionnels de la bohème, une initiation très jeune aux drogues et en particulier au LSD, dont je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit sorti, et cela ne me regarde pas, mais il en parle assez volontiers lorsqu'on l'interroge sur son cheminement créatif. Et puis, je pense, Los Angeles, le déplacement de Chicago à Los Angeles dans une géographie symbolique américaine signifie probablement l'assomption à un moment de sa vie d'une présence de l'homosexualité sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Alors, tout le monde n'est pas absolument enthousiaste à propos de Charles Ray. Philippe Dagen n'est pas le critique d'art français le plus facile à séduire et il est assez réticent dans ses louanges à l'égard d'un certain nombre de gens, que ce soit des artistes du passé ou des artistes contemporains. Il a publié à l'occasion de l'ouverture de l'exposition le 19 février 2022 un article sur l'exposition dans Le Monde, dont j'extrais d'abord le titre, exposition Charles Ray, un artiste enfermé dans l'obsession du passé.
quand vous dites de quelqu'un qu'il est enfermé dans l'obsession du passé, il y a peut-être des aspects positifs, mais c'est vrai que le mot enfermé suggère quand même quelque chose d'un petit peu négatif au départ. Et le passage du titre à l'article lui-même consistait en un paragraphe introductif que j'ai reproduit ici. Les œuvres de l'Américain exposées à Paris, à la Bourse de commerce et au Centre Pompidou, se contentent trop souvent de n'être que l'écho de l'histoire de la culture, de l'Antiquité classique à nos jours. Là aussi, la formule « se contente trop souvent de n'être que » n'est pas a priori extrêmement positive. Alors, peut-être qu'au fond, cet autoportrait un peu étonnant, qu'on pourrait appeler la bouteille du questionnement, hein, la bouteille finalement de l'énigme, un puzzle qui date de 1995, qui est faite en verre, en bois, peint et en liège. Et à l'intérieur de cette bouteille, peut-être à la mer, c'est-à-dire envoyée vers le regard des spectateurs les plus ouverts et les plus disponibles à une recherche autour de l'objet d'art pour essayer d'en saisir l'intention. Cette petite bouteille, 34 cm de haut sur 10 cm de large, à l'intérieur de la bouteille, c'est bien sûr Charles Ray qui s'est représenté lui-même, comme si effectivement il était enfermé dans cette bouteille de l'énigme et comme si il flottait sur une mer de possibles auquel il donnait de temps en temps une réalité par l'acte de sculpter. Alors, bon, en 2007, il a réalisé cette énorme sculpture qui s'appelle « Figure paternelle ». Alors là aussi, bon, Charles Ray est un sculpteur américain qui naît à Chicago, la ville où est né le gratte-ciel, donc la figure la plus moderne de l'architecture non seulement américaine mais mondiale. C'est vrai que Chicago était caractérisé par l'arrivée par le train à la fois des céréales et du bétail du Midwest, des grandes plaines agricoles, et que Chicago est connu à la fois pour ses énormes silos à grains le long de la Chicago River qui ont disparu aujourd'hui, et aussi disparu les extraordinaires abattoirs dont Upton Sinclair, grand romancier réaliste américain, a fait une description absolument terrifiante dans un livre qui s'appelle The Jungle. Alors, est-ce que cet urbain qui a rencontré le LSD et les problèmes raciaux à Chicago, qui ensuite est parti pour une autre ville, Los Angeles, très différente par sa composition et son fonctionnement, mais illustrée par des valeurs urbaines très fortes, évidemment, le surf, sea, sails and sun, d'une certaine manière. Hein, voilà, la mer, le ciel, c'est le soleil. Est-ce que cette figure paternelle représente une sorte d'Amérique perdue, Amérique rurale, dont les valeurs étaient fondées sur le travail de la terre étant une sorte de promesse divine où réaliser à la fois la perfection des communautés religieuses et des communautés républicaines politiques? Et est-ce que là, quelque chose s'est perdu définitivement et que l'Amérique ou les USA ne retrouveront jamais? Voilà. En tout cas, peut-être que cette beauté et cette pureté morale, dans le sens à la fois éthique et économique de l'Amérique, est incarnée ici dans cette moisson de Thomas Hart Benton, un des grands peintres américains qui, dans l'entre-deux-guerres, ont refusé le regard des artistes américains sur les avant-gardes européennes. Benton, c'est quelqu'un qui a complètement refusé de se laisser tenter
par les avant-gardes européennes au nom d'une fidélité à la spécificité politique, religieuse et morale de l'Amérique, illustrée en particulier par les valeurs agricoles. Et cette vision du père sur son tracteur a été réalisée en acier peint. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a une obsession du travail industriel, de la roue, de la machine, puisque, bon, vous le savez, à la fois l'Amérique est un jardin, mais c'est un jardin qu'il a fallu cultiver et qu'on a pu véritablement cultiver qu'avec la machine. C'est clair qu'aujourd'hui, à la fois les machines industrielles du Nord et les machines agricoles sont en période de doute sur elles-mêmes et sur leur propre légitimité. Vous avez ici évidemment quelqu'un qui est en train de travailler sur un pneu, et nous venons de voir un pneu énorme dans le tracteur du père. Ces deux sculptures qui sont conçues comme une paire s'appellent Mechanic 1 et Mechanic 2, ouvrier 1, ouvrier 2. Elles sont réalisées dans un matériau qui est très important pour Charles Ray, qui est l'acier inoxydable, qu'il peint ensuite en blanc, blancheur assez énigmatique et problématique. Vous avez vu qu'il est tout à fait capable de couleur, mais qu'il est aussi capable de blancheur. Est-ce que ça veut dire que les personnages qui sont représentés en blanc sont des personnages neutres, c'est-à-dire des personnages que la société a rendus invisibles, que la société ne voit plus, dont elle n'a plus conscience de l'importance, du rôle qu'ils jouent dans cette société? Le travail du pneu, on va le voir, et puis vous le voyez en face, l'ouvrier numéro 2 qui, lui, ne travaille pas. Et là aussi, est-ce qu'il faut envisager une lecture sociale, presque sociologique, de cette sculpture, à savoir que d'un côté, on a un ouvrier qui, évidemment, fait des choses qui sont assez rudes, assez difficiles et qui demandent attention, effort, force, mais que peut-être ce travail, souvent dur et ingrat, est quand même mieux que l'absence de travail. Voilà, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, les dimensions sont assez impressionnantes, 2,38 m, 3,49 m, 1,82 m, ça n'est pas rien. Voilà. Et du coup, c'est à se demander si ce cheval et cavalier qui ont été déposés pour la photo dans la rue de Viame, devant la Bourse de commerce, avec cette magnifique colonnade, là aussi acier inoxydable, mais non peint. Vous avez remarqué. Alors, est-ce que ça veut dire que le cheval et le cavalier, c'est une sorte de survie du mythe du cowboy et que finalement, le tracteur du père et l'image fragilisée mais néanmoins présente du cowboy représentent les deux piliers d'une identité américaine perdue, alors que les ouvriers ont remplacé à la fois l'agriculture et puis la chevauchée fantastique, si je puis dire, mais qu'en même temps, ces ouvriers sont aujourd'hui menacés par le progrès technique, la délocalisation industrielle, l'apparition de la Chine, etc. Voilà, en tout cas, c'est clair que je vous ai montré ici une très belle photo de la rue d'un autre pan de la rue de Viame par Adjet en 1907. Et c'est vrai que dans cet espace volontairement vidé, la présence de ce Poor Lonesome Cowboy, pour reprendre évidemment la formule de Lucky Luke, est assez étonnante. Alors, à l'intérieur de la Bourse de commerce, quand vous entrez, vous êtes confronté à 3 sculptures dans le grand cercle de béton constitué par Tadawando. Alors, celle-ci est assez étonnante puisque, et c'est exprès que j'ai à chaque fois pratiquement indiqué la matière, le matériau de la sculpture. Ici, il s'agit du papier dont Charles Ray a en partie assumé la création
et qu'en tout cas, il a façonné pour faire cette statue. Alors, le titre est assez étonnant, Return to the One, qui pourrait s'interpréter de tas de choses, hein, de tas de manières. Return to the One peut vouloir dire retour à l'un, c'est-à-dire retour à l'unité de l'être. Est-ce que cet être ici qui ne travaille pas et qui semble dans un état de concentration et de méditation, c'est ça qui est traduit, ce retour au ressaisissement de soi-même, qui n'est pas investi dans un faire, mais qui, n'étant pas investi dans un faire, peut faire l'expérience de la conscience, de l'être. Est-ce qu'il s'agit de return to the one, retour à l'être aimé, à celui qui compte plus que tout, à l'un? On va voir tout à l'heure que ceci est probablement contredit par d'autres choses, ou du moins en tout cas doit faire l'objet d'une interrogation. En tout cas, cette idée d'un retour à une unicité, qu'elle soit celle de l'artiste lui-même ou qu'elle soit celle de l'objet aimé de l'artiste, voilà, pose d'évidence problème. Hein, voilà. Et là, vous prenez conscience par ce gros plan de ce papier peint fait par Charles Ray et peint en blanc, et donc de l'extrême fragilité de la matière. Hein. Au fond, l'unité du moi, si on accepte le premier sens, elle est toujours fragile, et le rapport à l'être aimé, s'il n'y en a qu'un, mais n'y en a-t-il qu'un, est aussi très fragile. Alors, de l'autre côté, on a ce Unveiled Truck de 2021 qui propose effectivement un véhicule classique, hein, de l'espace américain, hein, généralement à l'arrière, dans une partie de l'Amérique au centre et à l'ouest, et au sud, on dépose à la fois ses outils pour le travail agricole et aussi son fusil. Hein, voilà. Et peut-être que là aussi, la volonté de montrer cette dégradation de ce qui est le pick-up truck, hein, le véhicule classique de la, comment dirais-je, de la classe ouvrière et agricole américaine, n'est pas sans raison, avec évidemment peut-être le choix d'une plaque pour la Californie qui signifierait The Golden State. Hein, vous savez, c'est le surnom de la Californie qui nous rappellerait la manière dont dans les raisins de la colère, les migrants partent vers cet Éden paradisiaque que serait économiquement, climatiquement la Californie, voilà, mais qui serait devenu aujourd'hui aussi un rêve perdu ou une contrefaçon de rêve. Et alors, évidemment, bon, le Unveiled Truck, hein, évidemment, nous fait penser à ce Baled Truck, hein, de 2014, camion mis en balles, comme on fait des balles de blé, des balles de foin, des balles d'avoine, des balles d'orge, la paille, en quelque sorte. Hein. Et là, on voit bien que le camion a été réduit à l'état d'une balle de métal. Hein. Encore une fois, on est dans quelque chose qui parle de la dégradation, de l'écrasement, de la perte de la fonction, et puisqu'il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de sens, et ce non-sens se traduit par cette décomposition finalement sous nos yeux, décomposition solide, hein, de ce qui était un outil de travail, de quelque chose qui servait à aller d'un lieu dans un autre en transportant peut-être des marchandises, voilà. Alors bon, évidemment, le fait que la civilisation occidentale se soit incarnée à travers des voitures à la fois puissantes et fragiles, hein, on le retrouve chez César ici dans la Dauphine de 1959, on le retrouve aussi ici chez un sculpteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Edward Kienholz, qui en 1964 avait fait ce siège arrière de la Dodge de 38.
dont on voit bien qu'il y a aussi là probablement une suggestion à la fois d'éros et thanatos, d'érotisme et de mort ou de violence qui est assez étonnante. Et puis, bon, je n'ai pas résisté au plaisir de vous rappeler ce travail assez étonnant de Armand, hein, qu'il appelait le parking de longue durée de 1982, et où il avait effectivement enfoui des voitures dans une sorte d'écrin de béton pour signaler l'enfermement à la fois dans peut-être l'inutilité et le passage inexorable du temps qui rend finalement désuètes toutes ces formes de modes successifs de la voiture. En tout cas, ce qui a été mis en balle ici, on l'a sorti de la balle pour lui redonner l'apparence du camion qu'il était, mais en même temps, ou du pick-up truck qu'il était, mais en même temps, on sent bien que on est dans un rapport métonymique. Hein, la métonymie de la société américaine, c'est ce pick-up truck, et ce pick-up truck en état de décomposition est peut-être un moyen pour Charles Ray de parler indirectement, mais assez fortement, de effectivement la décomposition de la société américaine. Et puis, troisième présence, donc c'est un enfant que vous voyez là. Ça s'appelle la nouvelle coccinelle. Alors là aussi, il y a toujours dans les titres de Charles Ray une volonté un tout petit peu ironique de jeu de mots. Est-ce que c'est le fait que le scarabée n'existe plus parce que nous avons tué la nature et que le nouveau scarabée ne peut être que la voiture? Et puis, est-ce que finalement aussi, cette nouvelle coccinelle, scarabée, n'est pas le fait de succession des modèles de voitures qui créent le désir de l'achat, du remplacement, le désir de jeter ce qui est déjà ancien et le côté récupérer une nouveauté, hein, de coccinelle, de scarabée, etc. Et donc à la fois le nouveau jouet qui supplante constamment l'ancien et qui renvoie à cette espèce de mode extrêmement rapide et qui consigne dans l'oubli et dans les décharges des déchets de la société de consommation, et puis le remplacement peut-être aussi de l'insecte par la mécanique, la voiture. Acier inoxydable peint, à nouveau, dans des dimensions que je vous laisse réaliser ici. Voilà. Donc, ce sont les trois œuvres que la Fondation Pinault a décidé de mettre dans le grand rond introductif en béton de Ando. Ici, nous sommes, non pas à Pompidou, mais avec une œuvre qui est présentée en ce moment à Pompidou et qui suppose une toute petite connaissance de la littérature américaine, puisque vous avez ici quelque chose qui s'appelle Huck et Jim. Hein. Alors, on ne peut pas parler de Huck et Jim sans parler de quelque chose qui est bien sûr une homosexualité latente. Vous pourrez voir ceci au Centre Pompidou, vous y serez admis deux par deux, vous regarderez ou vous ne regarderez pas, mais vous avez ici une scène d'orgie homosexuelle adolescente, hein, qui est un peu surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire. La chose intéressante, on le sait puisqu'il l'a dit, c'est que les 8 corps qui sont là sont en fait des sculptures de son corps adolescent préservées dans des photographies. Donc en fait, les 8 personnages qui sont là, c'est une orgie d'une certaine manière complètement identitaire et narcissique. Hein, c'est assez troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, alors, c'est d'autant plus problématique que il y a aussi à l'exposition cette sorte de bas-relief en fibre de verre peinte, hein, 2,15 m, 2,68 m, 6 cm, bon, voilà. Et ça s'appelle Lumière venue de la gauche, ça date de 2007, et c'est d'autant plus étonnant qu'on vient de voir le Oh Charlie, 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 qu'on reviendra à Huck et Jim dans un instant, et que vous avez effectivement lui, Charles Ray,
qui est en train d'offrir un bouquet de fleurs à une dame dont il a dit, quand il a commenté ce bas-relief, c'est ma femme, c'est Silvia Gaspardo Moro. Et donc, si la lumière vient de la gauche, ça veut dire peut-être que cette femme, son épouse, lui a permis de dépasser des formes de sexualité adolescente, marquées évidemment par le faute d'un accès à l'autre, à l'altérité, par le désir du même. Voilà, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, hein, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, Huck et Jim, en acier inoxydable ici, non peint, là aussi, quand même, 2,83 m de hauteur, hein, ça n'est pas rien. Alors, je vous le rappelle, Ernest Hemingway disait que toute la littérature américaine commençait et d'une certaine manière se finissait avec Huckleberry Finn. Vous savez que Huckleberry Finn, c'est d'une certaine façon le camarade de Tom Sawyer, mais qu'alors que Tom va rester enfermé dans les convenances d'une société rurale américaine fondée sur une morale qu'il faut bien reconnaître un peu répressive et très socialisée, Huck, lui, va s'en aller, et en s'en allant, hein, il va trouver un esclave fugitif. Alors, le thème des esclaves fugitifs, je n'ai pas le temps malheureusement de me lancer là-dedans maintenant, mais c'est extrêmement important aux États-Unis, puisque les esclaves fugitifs pouvaient être, enfin, s'ils parvenaient à atteindre les États du Nord, puis le Canada, ne pouvaient pas être repris par leur maître, mais que vous savez, il y avait des gens qui passaient leur temps, des bounty hunters, comme on dit, des chasseurs de primes, genre Joss Randall, mais pas dans le même, un peu différent, qui passaient leur temps à chasser les esclaves fugitifs sur, évidemment, le territoire des États-Unis. Les esclaves fuyaient le sud et remontaient désespérément vers le nord ou vers l'ouest, mais plutôt vers le nord-ouest, pour essayer d'échapper à la poursuite de leur maître. Et donc, Huckleberry Finn rencontre sur le Mississippi un esclave fugitif qui se cache, et ils vont effectivement vivre une relation sur un radeau, hein, dans le Mississippi, qu'un certain nombre de critiques littéraires américains maintenant interprètent comme une relation de désir entre l'homme blanc et l'homme noir. Hein. Et par exemple, Leslie Fiedler, qui est un très grand critique d'art américain, a publié en 1960 un livre qui s'appelle Love and Death in the American Novel, L'amour et la mort dans le roman américain, où il dit que l'histoire d'amour essentielle de toute la littérature américaine, ce n'est pas entre un homme et une femme, ce n'est pas entre deux blancs, ce n'est pas entre deux noirs, c'est entre un homme blanc et un homme noir, et que c'est la seule chose qui soit capable de guérir la société américaine de cette blessure absolument terrible qu'est justement l'esclavage. Et vous retrouvez ici, donc, à gauche, Huck, le jeune adolescent, et à droite, évidemment, Jim, l'esclave fugitif. Et alors, vous avez ici une des œuvres majeures récentes de Charles Ray, qui vous représente les deux mêmes personnages, mais vous avez à gauche, bien sûr, Jim, l'esclave fugitif, qui vient de déguiser en femme Huck, de lui donner un nom féminin, Sarah Williams, et de penser qu'ainsi, ils vont pouvoir échapper à la poursuite, Huck jouant le rôle de la maîtresse, au sens de celle qui possède l'esclave Jim, Jim échappant ainsi à son statut de fugitive slave, d'esclave fugitif, et devenant l'esclave qui est au service de cette jeune femme blanche dont il assure la sécurité, la protection, et qui est son esclave dévoué. Sarah Williams, alors ça c'est un épisode évidemment du roman, hein, de Mark Twain, bien sûr, et visiblement Charles Ray a été fasciné par cet épisode et il a réalisé en 2021 cette sculpture. Pour ceux d'entre vous qui s'intéresseront au catalogue, vous avez ici une étude photographique pour Sarah Williams que Charles Ray a fait lui-même en 2017. Et vous verrez qu'on est quand même dans une ambiguïté assez étonnante, dans un visage
ou masculin ou féminin de tout début d'adolescence, et je vous ai remontré évidemment le groupe, hein, sous un autre angle. Alors, la présence noire est assez nette dans l'œuvre de Charles Ray, et vous avez ici quelque chose qui représente un noir urbain en train de manger un burger, le burger devenant très probablement pour Charles Ray le symbole du rêve américain. Hein, ça s'appelle Burger, c'est en fibre de verre. Là aussi, ça date de 2021, c'est une œuvre très récente qui est à l'exposition. Je vous l'ai prise à la fois dans le contexte d'une salle d'exposition, mais aussi dans le contexte du Whitney Museum à New York, Whitney Museum d'art américain, où elle a été présentée pour la première fois, côté effectivement Hudson. Là aussi, quelque chose d'assez impressionnant, 2,23 m, 1,4 m, 1,3 m, et cette idée que probablement Charles Ray joue avec ce thème du rêve américain. Est-ce qu'il y a toujours un rêve américain que les Noirs peuvent partager, auquel ils peuvent s'identifier, ou est-ce que finalement, le rêve américain, dans sa réalité quotidienne pour les Noirs, ce n'est pas un simple rêve de consommation au même niveau que la consommation des ce qu'on appelle les caucasiens aux États-Unis, hein, c'est-à-dire des Blancs. Et donc, cette idée, si vous voulez, que peut-être le drame, c'est que finalement, les Africains-Américains, les Noirs, ont fini par consentir à une version dégradée et consumériste du rêve américain dans laquelle ils se sont installés. Alors, ce qui est vrai, c'est que par rapport au réalisme, presque hyper-réalisme de ce que nous venons de voir, les débuts de la carrière de Ray ont été très marqués par, évidemment, l'abstraction. Et vous vous souvenez, Bloc de béton et acier ici de 71, donc on est pratiquement dans une œuvre là qui a un peu plus de 50 ans. Et regardez ici aussi en 71, plaque d'acier et boulet de démolition. Le boulet de démolition pesait la bagatelle de 2 tonnes. Hein, c'est ces boulets qu'on lance contre les murs des bâtiments qu'on veut détruire. Hein. Et alors, c'est vrai que en revoyant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la relation, c'est le cas de le dire, El Hatoum, avec Liu Fan. Hein, comme si ce passage par cette sculpture abstraite japonaise limitée à des agencements d'objets et à l'agencement de ces objets dans un environnement qui a tellement fasciné Liu Fan, Charles Ray, d'une certaine manière, n'en était pas indemne non plus. Au début des années 70, par exemple, il montre comment une plaque d'acier peut écraser des tubes de néon et vous le savez, le thème de la plaque d'acier, on en a parlé, est essentiel dans l'œuvre de Houfman. J'aime beaucoup ça, où on voit comment il est capable de pratiquer un minimalisme à l'intérieur de quelque chose qui est apparemment terriblement objectif et matérialiste. La finesse des pieds de la table, le côté transparent de la plaque de verre de la table, c'est-à-dire une transparence qui confine à l'invisibilité, et puis sur cette transparence qui confine à l'invisibilité, un certain nombre d'éléments eux-mêmes en verre transparent qui renforcent, en particulier avec la présence de leurs reflets. Voilà. On a là le sentiment de quelque chose d'à la fois présent et en même temps toujours au bord de l'invisibilité. Et je pense que ça, c'est encore une fois une des caractéristiques de Charles Ray, cette idée que, au fond, sa mission à lui de sculpteur, c'est encore une fois de nous faire travailler notre regard et de nous rendre plus conscients de la façon dont nous abordons le visible et ou au contraire dont nous le manquons. Hein. Et puis, quelquefois, donc on est en 89, il va faire
ceci, hein, qui est une boîte vide. Il va vous donner en pouces, hein, la dimension 32 sur 33 sur 35 égale 34 sur 33 sur 35, c'est-à-dire qu'évidemment l'intérieur, 32, 33, 35, est plus petit que l'extérieur, 34, 33, 35. Et là aussi, d'une certaine façon, on est dans un minimalisme. On peut ne pas du tout aimer ça et considérer que c'est complètement inutile et sans intérêt, mais c'est ce rappel toujours que, à la base, une sculpture, c'est un objet composé de matière agencée d'une certaine façon, qui peut tenter de se rapprocher de plus en plus d'une imitation ou d'une manipulation du visible et du réel, mais qu'au départ, ça n'est jamais, enfin, vous savez, c'est une phrase que j'ai souvent citée, hein, de Maurice Denis, se souvenir qu'un tableau, avant d'être une scène de bataille, un cheval au galop, une belle femme, ce sont des couleurs dans un certain ordre assemblées. Là, Charles Ray vous rappelle que la sculpture, ce sont des matières dans un certain ordre assemblées. Et dans ce spinning spot, c'est-à-dire cette sculpture qui représente une tâche qui tourne sur elle-même à toute allure, hein, to spin, ça veut dire filer, tourner à toute allure, hein, disque de métal et moteur, hein, eh bien, si vous laissez 2 secondes l'image venir vers vous, dans cette espèce d'immense surface monochrome blanche, il va installer, il va découper une sorte de cercle, il va monter sous le cercle un moteur et le cercle va tourner. Et l'insiste. Alors, il y a un tout petit côté carré blanc sur fond blanc, si vous voulez, là aussi, c'est-à-dire dans ce qui apparaît comme totalement uniforme et sans aucune distinction, est-ce que vous allez être capable de percevoir que sous l'apparente immobilité et uniformité, il y a de la différence et du mouvement. Et moins la différence et le mouvement seront visibles, plus au fond, votre regard accédera à une véritable qualité s'il est capable, ce regard, de voir des choses quasiment invisibles que sans attention, on ne peut pas percevoir. Alors, le corps est très important, ça c'est clair. Il vient de faire cet archange Gabriel en 2021 en cyprès japonais. J'ai un petit peu de mal à faire de ça un archange Gabriel d'annonciation. Il y a plutôt un côté surfeur de Malibu, mais bon, voilà, c'est bien. Hein. Alors, la femme est présente, en tout cas, alors Fall 91, ça veut dire collection, c'est défilé en quelque sorte de mode de l'automne 91, Fibre de verre peinte, etc. Et vous sentez bien que le problème, tout de suite, c'est le côté mannequin et c'est le côté, sinon femme-objet, au moins femme qui correspond à un modèle auquel elle essaie de coller modèle qui est déterminé par quelqu'un d'autre que par elle, probablement, donc une forme d'aliénation de la femme dans le désir de correspondre à une image de la féminité véhiculée par la mode qui est conçue par d'autres que par elle. Là aussi, je me demande s'il n'y a pas un dialogue avec quelqu'un comme Dwayne Hanson qui lui parle d'une autre forme d'aliénation, mais qui est peut-être encore plus visible et encore plus inquiétante ici. Mais je pense qu'il faut relire le Charles Ray à la lumière ou en dialogue avec cette Supermarket Lady de Dwayne Hanson. Et vous voyez bien que, alors là aussi, est-ce que c'est le thème de l'homosexualité, de la femme inaccessible, de la femme écrasante, castratrice qui revient dans la carrière de Ray, je ne sais pas, mais vous voyez bien qu'ici, la femme, d'abord, c'est The Scarlet Woman, hein, c'est la femme écarlate de l'Apocalypse, d'une certaine façon. C'est la grande tentatrice, c'est la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, hein, depuis les débuts des États-Unis. Hein, et la femme comme introductrice du péché,
contre lequel l'homme blanc et l'Indien, l'homme blanc et le noir représentent une manière d'arpenter la beauté du paysage américain sans être enraciné dans un temps qui est celui de la fidélité, de la fécondité, etc. Mais vous voyez bien que le spectateur qui passe à cet endroit-là est un peu écrasé par. Et là, vous avez un autre, Dwayne Hanson, qui met l'accent sur une autre forme, effectivement, de vulnérabilité, de fragilité. Voilà. Et là, vous sentez qu'au contraire, on est dans quelqu'un qui essaie d'échapper à toute prise, tout en regrettant peut-être justement de ne pas pouvoir être saisi ou être tout d'un coup atteinte par la présence de l'autre. Inévitablement, on est amené à penser, on a pensé à Dwayne Hanson, on peut penser à Georges Segal, vous savez, ce sculpteur hyper réaliste dont tous les personnages étaient en blanc pour signaler justement l'idée que dans une société où la population devient de plus en plus nombreuse et où elle est de plus en plus manipulée par les techniques de consommation qui tendent à réduire l'originalité des individus au profit de l'uniformité de la consommation. Segal a donc fait ces personnages blancs que rien ne distingue. Ici, des gens qui sont dans un autobus. Et vous voyez, Ray, en 2021, à mon avis, revient un peu à Segal. Segal, c'est 62, c'est pas d'hier, ça fait une cinquantaine d'années. Et Jeff, personnage, alors là aussi, toujours un peu écrasant, 2,4 m, hein, et là, cette fois-ci, fait en marbre, hein, comme si le marbre, c'est-à-dire le matériau par essence le plus noble de la sculpture, pouvait finalement être consacré à des gens qui sont l'expression d'une ordinarité quasi désespérante de l'existence, sauf à penser que, au fond, ne sommes-nous pas responsables de cette désespérance de l'ordinarité? Et est-ce que c'est finalement notre incapacité à entrer en relation avec ces gens et l'impossibilité de ces gens peut-être à entrer en relation avec nous, mais peut-être parce que nous ne faisons pas suffisamment attention, nous ne sommes pas suffisamment dans la vigilance, nous ne sommes pas suffisamment tout simplement dans le regard, qui fait que, en tout cas, c'est intéressant de voir que, évidemment, le côté plâtreux et justement plâtreux de Segal, hein, pour le même type de personnage dont la blancheur traduit probablement, encore une fois, le côté neutre, le côté un peu invisible, le côté de disparition monochromique dans l'environnement lui-même, un peu blanc, un peu, voilà. Bon. Ici, en acier inoxydable, non peint, cette femme endormie. Alors, vous voyez, il y a quand même un travail très net de Ray sur les matériaux. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'il fait cette figure d'un ordinaire un peu désespéré, hein, d'un ordinaire désespéré. Ce n'est pas par hasard qu'il l'a fait en marbre, qui est quand même le matériau noble par essence de la sculpture. Et puis, cette femme, donc, enfermée en elle-même, mais qui n'a peut-être pas trouvé d'autres moyens de s'habiter elle-même que dans le sommeil, c'est-à-dire dans le déni du réel ou dans la mise entre parenthèses du réel le temps de ce sommeil. Elle est effectivement en acier inoxydable et peut-être que ce scintillement est une invitation de la part de Ray pour le regard à se demander pourquoi il y a ce côté brillant, luisant. Est-ce que le regard glisse sur ce côté brillant et luisant ou est-ce que ce côté brillant et luisant est destiné à focaliser le regard et à nous dire nous ne sommes pas assez attentifs à ces gens qui n'ont d'autre refuge à leur difficulté à vivre que le sommeil en plein jour dans des endroits publics qui ne sont pas destinés à être des lieux de sommeil. Et vous avez ici un ultime Georges Segal qui s'appelle tout simplement Feu rouge, et où
on retrouve un peu ce rapport entre le piéton, la voiture et ce thème essentiel de ce qu'on appelle traditionnellement aux États-Unis the lonely crowd, la foule solitaire. Alors regardez, ça aussi, il est capable de ces choses un peu étonnantes, comme cet homme horloge, hein, qui est assez ancien et qui traduit une sorte d'enfermement de l'homme dans le temps. Hein, cette idée qu'aujourd'hui, plus personne n'a le temps d'eux, hein, et qu'on est enfermé dans le temps. Hein, ce qui renvoie à cette citation du très grand poète américain Walt Whitman, « Delay not, hurry not », sans retard, sans précipitation. Trouver la ligne de crête entre le retard et la précipitation. Si on est toujours dans le retard, on n'est pas dans la présence. Si on est toujours dans la précipitation, on n'est pas dans la présence non plus. Et puis, ces photographies un peu étonnantes, car c'est clair que vous ne pouvez pas demander à des gens de rester dans cette position-là dans un musée. C'est ce qu'il appelle les pièces, les morceaux planches 1 et 2, The Plank Piece de 73, qui sont 2 photos en noir et blanc et qui traduisent probablement de façon, je trouve, assez émouvante, peut-être la manière dont les gens sont figés par le fonctionnement social, par le regard des autres, dans des postures absurdes, mais en même temps très difficiles, douloureuses, auxquelles ils ne parviennent pas finalement à échapper, et que le regard les enferme là-dedans. Je ne sais pas. Alors évidemment, il y a un rapport constant dans les années 80. Alors pourquoi 81-85 ? Parce que c'est des œuvres qui ne sont pas des œuvres qui ne durent pas. Ce sont des œuvres qui sont exposées lors d'expositions temporaires, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vivre comme ça, voilà, parce que en fait, c'est dans un certain nombre d'expositions qu'il a faites entre 81 et 85, il a demandé à des gens, à des proches, de jouer le rôle de la présence du corps humain dans l'acier, avec quand même une sorte de thématique funèbre assez nette, là un peu moins, guerrier de la route, avec cette idée du croisement, cette idée de la finesse et d'une plus grande épaisseur, et cette idée du regard interrogatif sur où aller, comment se comporter, que faire, etc. Et puis là, il faut bien dire, fuite, c'est assez leak en anglais, bien sûr, qui veut dire fuite, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il est question d'un cercueil et que le corps est en train de se déliter et d'échapper au cercueil. Corps et politique, il va réaliser en 78. Alors, est-ce que c'est à la mémoire d'Aldo Moro? Est-ce que c'est en souvenir d'Aldo Moro, ce bras dressé hors d'une boîte d'enfermement avec un drapeau rouge, peut-être des brigades italiennes, possible. Et puis ça, qui est aussi assez difficile et qui est en fait un hommage qu'il a rendu à Anwar el-Sadat après son assassinat. Après l'assassinat de Anwar el-Sadat, il a réalisé ce cercueil volontairement en acier, c'est-à-dire encore plus lourd, encore plus froid, encore plus enfermant, à l'intérieur duquel il a demandé à quelqu'un d'être une présence de corps humain, et c'était pour lui le moyen d'évoquer effectivement la mise à mort de Sadat. Alors, on va retrouver ici un tout petit peu la phrase de Dagen, qu'il avait ouvert et par lequel il manifestait sa réticence à l'égard de l'œuvre de Ray, qui visiblement n'est pas une œuvre qui le touche. C'est clair que le Benvenuto Cellini, avec percé la tête de la Méduse, c'est assez évident que on retrouve ça dans le petit garçon avec la grenouille, qui est en acier peint et qui, encore une fois, a fait, quand il a été présenté pour la première fois, les beaux jours de la Dogana à Venise, donc l'installation de la collection Pinault entre le Palais Grassi et la Dogana.
Et c'est vrai que cet enfant montrant la grenouille sur fond de ciel bleu vénitien est assez étonnant et que alors c'est à la fois le côté de la dérision, hein, c'est un enfant alors que nous avions un héros percé, c'est une grenouille alors que c'était la tête de la méduse qu'il fallait absolument trancher, sinon c'est elle qui vous médusait, hein, et peut-être qu'ici, effectivement, l'enfant n'est pas sans une cruauté répréhensible, mais voilà, hein. Alors, on a aussi à l'exposition cette étonnante création d'un rapport entre un des très grands sculpteurs baroques italiens, Alessandro Algardi, qu'on appelle l'Algarde, qui a réalisé ce Christ en bronze vers 1650. Et puis, vous avez en 2021, toujours dans ce papier fait main qui traduit la fragilité, hein. Vous avez remarqué tantôt les matériaux nobles nous obligent à reconsidérer le jugement que nous pourrions porter sur telle ou telle présence autour de nous. Tantôt, ces matériaux non nobles, comme le papier fait main, nous invitent justement à aborder avec respect et comment dirais-je, sans violence, en quelque sorte, ces formes d'existence différentes de la nôtre. Et vous avez le Christ ici en papier fait main de Charles Ray, qui est son hommage à l'Algarde. Alors, est-ce que ça traduit une fragilité de l'inspiration, de la créativité, ce que semble suggérer Philippe Dagen, cet enfermement dans une presque reproduction sans beaucoup d'originalité d'étapes précédentes de l'histoire de la sculpture, ou est-ce que le détour par un matériau complètement différent et inattendu, hein, pour Charles Ray signifie quoi? La fragilité du Christ dans sa passion et dans sa mort, la fragilité de la présence du religieux traditionnel chrétien dans l'existence et la modernité actuelle. Je ne sais pas, hein, mais je comprends que Dagen soit assez dur, hein. Je dois dire que tout en me promenant dans les deux expositions, et je n'avais pas lu encore l'article de Dagen, j'étais moi-même un tout petit peu en me disant, bon, enfin, la question est stupide, mais à quoi bon, hein, voilà. Et puis, je dois dire qu'en y revenant, en repréparant ce moment ensemble aujourd'hui, j'ai peut-être un peu évolué, et voilà, hein. Alors, on n'hésite pas, hein, on passe par Michel-Ange. Alors, vous avez Michel-Ange ici, Charles Ray ici, hein. Michel-Ange l'adolescent qui est à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage, hein, qui est en marbre. Et puis, vous avez le lacet, hein, Shoe Tie, de 2021, là aussi très récent, hein, en acier inoxydable non peint, hein. Là aussi, le passage du marbre à l'acier inoxydable, est-ce que c'est pour Charles Ray l'occasion de parler d'une dévalorisation de la sculpture par la dégradation d'un matériau noble en un matériau finalement industriel et qui participe à travers la vie quotidienne, dans la cuisine, les couteaux, les fourchettes, les casseroles, etc. Je ne sais pas, hein. Mais c'est clair qu'il y a une volonté de la part de Ray d'insister beaucoup sur le matériau. C'est pour ça que j'ai pris la peine dans la présentation d'insister continuellement sur le matériau et sur les dimensions, parce que ce sont des choses qui sont importantes. Et vous voyez ici, vous avez, bon, ça c'est Rodin, s'amusant comme un petit fou, hein, à vous dire, au fond, la sculpture de l'Antiquité nous intéresse par son aspect fragmentaire, hein. Quand nous tombons, par exemple, sur le pied d'une statue immense, superbe, au fond, nous préférons presque le fragment, hein, et ce que le fragment nous incite à rêver de l'ensemble. D'une certaine façon, l'ensemble ne s'impose pas à nous, le fragment nous permet de rêver à l'ensemble et suscite notre rêverie, notre imagination, hein.
Et vous avez pied gauche sur Guen à Rinceau et Cannelure. Alors, évidemment, tout ça, c'est fait par Rodin. Tout ça, ce n'est pas une statue antique que Rodin a ramassée, Dieu sait tout, et pour lequel il a fait ensuite. Mais il montre que, d'une certaine façon, nous avons une passion culturelle pour l'Antiquité et que nous sommes prêts à faire des supports extrêmement élégants et raffinés pour ces témoignages de l'Antiquité qui nous fascinent. Voilà. Et puis Charles Ray, il vous dit, ben voilà, moi je vous prépare un fragment à venir. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'un jour, dans 1000 ans, dans 2000 ans, on trouvera ça et on dira, ah, c'est le fragment d'une statue que nous avons perdue. Et voilà. Donc, il y a aussi un côté un peu, ce qu'on appelle en anglais tongue in cheek, un tout petit peu de canular hein, chez Charles Ray. C'est peut-être ça aussi que Philippe d'Agen n'aime pas beaucoup. Hein. Petit côté canular qui n'est pas inintéressant parce que c'est vrai que bon, ce travail de Rodin du piédestal pour un pied qu'il a aussi fait et qui est censé donner à voir l'admiration pour le fragment de l'Antiquité, d'une certaine façon, Charles Ray vous dit, moi un jour, ce que j'ai fait là, ça deviendra de l'Antiquité. Et on regardera ça, on regardera ma sculpture fragmentaire avec le même intérêt que nous regardons des fragments de statues et on essaiera d'imaginer ce que pouvait être la statue alors qu'il n'y en a jamais eu puisqu'il a fait voilà, le tout sur cette boîte. Voilà, que vous voyez de face ici. Alors, vous avez, là aussi, c'est très, 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 bon, il s'agit d'une scène évidemment évangélique, hein, c'est le moment où le Christ à gauche dit à Thomas, puisque Thomas doute de sa résurrection, de mettre ses mains, ses doigts dans les trous des pieds et des mains et la main dans le côté. Hein, c'est de la fibre de carbone peinte. Là aussi, c'est une œuvre tout à fait récente, 2021. Évidemment, vu ce que j'ai dit précédemment, vous pensez bien que dans cette scène de reconnaissance qui est une des très grandes, peut-être avec le Noli Me Tangere de Marie-Madeleine, la plus belle scène des apparitions d'après la résurrection du Christ, il y a quand même là, qu'on le veuille ou non, des relents d'homosexualité, tout en faisant allusion à la statue grecque antique où l'héroïsme est caractérisé par la nudité. Donc il y a à mon avis des choses un tout petit peu étonnantes qui se mélangent, le rapport à une scène évangélique sacrée, l'utilisation de la nudité héroïque, et puis quand même une sous-thématique de l'homosexualité qui est assez forte. Hein. Je vous ai ressorti, vous connaissez ça par cœur, le Caravage, bien sûr, hein, voilà, et le Charles Ray, et puis celui-ci un peu moins connu d'Adrien van der Werf, mais où la sinuosité, le contrapposto du Christ suggère aussi quelque chose qui est une extraordinaire élégance sinueuse du corps ressuscité qui n'est peut-être pas sans rapport avec certaines des choses que suggère Charles Ray. Et puis, il y a ça, hein, qui est assez étonnant, parce que, quand même, bon, concrete veut dire en anglais, bien sûr, le béton. Hein, et dwarf veut dire le nain. Alors, c'est un nain en béton. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est un nain concret. C'est-à-dire, c'est ces gens qui ne sont pas comme nous, hein, parce qu'ils sont nains, parce qu'ils sont handicapés, parce que, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment de la concrétude dans nos vies? Est-ce qu'ils sont concrets dans nos vies? Ou est-ce que c'est des gens que nous évitons, probablement pas vous, mais moi, oui, un peu, de regarder, voilà. Et donc, ils perdent de leur côté concret. Hein. Et là, en réalisant cette présence d'un nain endormi, quoi, sur un trottoir ou Dieu sait quoi, mais en l'appelant, en le faisant en béton. Alors évidemment, en français, ça ne marche pas, le jeu de mots. En anglais, ça marche parfaitement. Concrete dwarf. Il est concret, votre nain. Vous avez beau faire semblant de croire qu'au fond, finalement, ça n'existe pas, tout ça, le handicap. Non, c'est pas grave, ça. Non, non, concrete. Voilà. Et il le fait en béton parce que c'est une manière de parler de la concrétude de. Voilà.
Et vous avez ici quelqu'un qui n'a jamais été sans s'interroger sur lui-même. Vous avez à droite une photographie de Charles Ray, à gauche une statue de Charles Ray de lui-même, la photo qui date de 1990. Et c'est en 1990 qu'il réalise cette œuvre sur laquelle nous terminerons, œuvre en porcelaine. Donc, par rapport à tous ces matériaux un peu massifs et forts que nous avons vus, là, quelque chose de fragile, et qui tient à une main, qui tient un œuf fragile, puisqu'il est déjà cassé. Et vous sentez bien que Ray, quand même, nous pose la question, est-ce que la main va écraser l'œuf? Ou est-ce que, face à cette fragilité de l'œuf que révèle le trou dans la coquille, est-ce que la main va essayer de protéger l'œuf, même fragilisé, et de le faire subsister? Et peut-être qu'il y a là une sorte d'art poétique de Charles Ray, c'est-à-dire qu'avec sa main de sculpteur, il montre des fragilités, mais il leur permet finalement de subsister, d'exister, et il nous oblige en quelque sorte à regarder ces fragilités, peut-être celles des autres, peut-être aussi les nôtres. Voilà. Et là, peut-être, on peut, tout en faisant droit à la remarque de Philippe Dagen, on peut peut-être esquisser une autre manière de regarder Charles Ray. Voilà, donc c'était notre dernière rencontre approche de l'art contemporain. Alors, nous commençons à réfléchir à l'année prochaine, vous le savez. D'ailleurs, j'espère que vous contribuerez à cette réflexion lors de l'Assemblée générale ou éventuellement par des messages que vous ferez parvenir à l'équipe qui va justement émerger de cette Assemblée générale et qui voudra bien consacrer du temps, de l'énergie, de l'esprit de service à la vie de notre association. Nous avons pensé peut-être que pour les 8 visio-interventions de l'année prochaine, on pourrait combiner à la fois 4 approches de l'art contemporain, peut-être en relation avec des expositions qui auront lieu à Paris à ce moment-là, pour que l'heure que nous passerons ensemble débouche ou rebondisse dans une rencontre entre vous et puis l'artiste présenté lors de cette approche de l'art contemporain. Et puis, comme beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils avaient été assez séduits par ce qu'on a appelé une heure, une œuvre pendant les périodes de confinement, on alternera donc 4 approches de l'art contemporain en liaison avec des expositions et 4 une heure, une œuvre consacrées à un tableau autour duquel nous essaierons de regarder, réfléchir voilà, sur une trajectoire créatrice. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fins d'année, de très bonnes vacances. Et surtout, si vous avez des idées, des suggestions, si vous souhaitez que l'association prenne en compte des choses auxquelles vous tenez, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà. À bientôt.